bonjour à tous. Nous allons avoir aujourd'hui un exposé de Xavier Rio, qui est docteur en chirurgie dentaire, docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques, qui est lauréat et membre titulaire de l'Académie nationale de chirurgie dentaire et qui est également membre libre de l'Académie nationale de chirurgie. Il est également chevalier dans l'ordre des Palmes académiques et dans l'ordre national du mérite. Par ailleurs, il dirige la collection Médecine à travers les siècles aux éditions L'Harmattan. Il est auteur de 36 livres et plus de 500 publications dans 5 langues. Donc aujourd'hui, Xavier Rio va nous parler de la dynastie napoléonienne à travers le prisme de leurs problèmes de dents et de dentistes. Voilà, donc Xavier, c'est à toi. Bonjour à tous. Je vais vous présenter un travail qui me tient particulièrement à cœur, puisque pour info, j'ai rencontré Jérôme lors d'un congrès de la Société napoléonienne internationale. La dynastie napoléonienne, leurs dents et leurs dentistes, est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Bien bouger. Voilà. Donc, voici un petit plan. On va parler de la chirurgie dentaire sous la Révolution et l'Empire, Napoléon Ier, Napoléon II. Ce premier chapitre, chirurgie dentaire sous la Révolution et l'Empire, est un chapitre un peu fourre-tout où j'ai volontairement digressé pour dresser un tableau un peu complet et large de la chirurgie dentaire en général, parce qu'on se doute bien que celle qui était pour le commun des mortels n'était pas celle de Napoléon. Donc j'ai volontairement digressé et cherché un peu l'exhaustivité, bien que sur une présentation de cet ordre, on ne peut pas être exhaustif complètement, mais vous aurez un portrait un peu plus détaillé. Donc après, c'est un petit mot sur Joséphine, parce que c'est un cas vraiment très particulier, et je termine sur Napoléon III et tout ce qui tourne autour, puisque Napoléon III est véritablement, c'est assez romanesque ce qui s'est passé sous son règne. Donc, tout le monde a entendu parler une fois au moins dans sa vie du nom de Napoléon. Ce nom s'érige dans notre société contemporaine comme un pilier fondamental et incontournable de l'histoire de notre nation, un patrimoine emblématique de notre vie de tous les jours. Le sac de l'empereur, le soleil d'Austerlitz, le vainqueur de la bataille de Iéna, de celle de Wagram, un mythe, une légende, mais aussi un dictateur, un homme qui a tenu l'Europe tout entière dans sa seule main. Mais ces défaites, aboutir, Trafalgar, Waterloo, par exemple, ne rappellent-elles pas que cet homme aussi grand a-t-il pu être, n'en a pas moins été aussi qu'un homme avec ses forces, certes, mais aussi ses faiblesses et ses failles. En fin de compte, si lui aussi avait souffert des dents, qu'en aurait-il exactement été sur le plan odontologique de lui, bien sûr, mais aussi de sa dynastie? Je vais considérer dans cette étude que les 3 Napoléons ayant gouverné, et pour ceux qui l'oublient, Napoléon II, à l'abdication de l'empereur, a gouverné 15 jours. Donc, dans mon introduction, on peut pas, un confrère, le docteur Robert Cyr, qui a un talent de dessinateur indéniable, a retracé le fameux abcès dentaire relaté par Lascazès dans son mémorial de Sainte-Hélène à la fin 1816. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais vous parler un peu de la chirurgie dentaire sous la Révolution et sous l'Empire. Comment est-ce qu'on devient dentiste à l'époque? En fait, il n'y a pas de diplôme de chirurgien dentiste, c'est vraiment quelque chose d'autre. On appelle ça un expert pour les dents ou, pour ceux qui ne le sont pas, un charlatan, mais pas charlatan au sens étymologique qu'on connaît aujourd'hui. Un charlatan aujourd'hui, c'est un guignol, un escroc. Un charlatan à l'époque, c'était globalement un homme de théâtre qui pouvait faire une représentation théâtrale et qui derrière pouvait offrir ses services pour extraire des dents. Sur le pont, il y a un pont à Paris où tous les hommes de théâtre, les charlatans se retrouvaient et pratiquaient ce type un pont construit par Henri IV d'ailleurs. En 1768, un extrait des lettres patentes de mai concernant l'art dentaire en France dit que pour être habilité à exercer cette spécialité, il faut avoir été reçu expert pour les dents par le Collège de chirurgie à la suite d'un certain nombre d'épreuves théoriques et pratiques. Voici les articles qui définissent cette pratique. L'article 126, ceux qui voudront ne s'appliquer qu'à la cure des dents seront tenus, avant d'en faire l'exercice, de se faire recevoir du Collège de chirurgie.
En la qualité d'expert, cela existait déjà depuis 1699 avec la réforme de la médecine par Lapéronie sous Louis XIV. Article 127, aucun aspirant ne pourra être admis à la dite qualité d'expert s'il n'a servi 2 années entières et consécutives chez l'un des maîtres en chirurgie ou chez un des experts établis dans la ville et faubourg de Paris, ou enfin sous plusieurs maîtres ou experts des autres villes pendant 3 années. L'article 128, seront reçus les 10 experts en subissant 2 examens en 2 jours différents dans la même semaine. Ils seront interrogés le premier jour sur la théorie et le second sur la pratique des 10 exercices. S'ils sont jugés capables dans ces examens, ils seront admis à la qualité dite d'expert en payant des droits et en prêtant serment entre les mains de notre premier chirurgien ou de son lieutenant. Le 2 et 17 mars 1791, une loi qui est dite le décret d'Allard, du nom du député qui en était le promoteur, supprime les corporations et accorde le libre exercice de toutes les professions, arts ou métiers. En son article 7, ce texte stipule « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. » Le 14 juin 1791, la loi Le Chapelier, donc vous avez la photo à droite, du nom du député qui l'a promulguée, prolonge ce décret d'alarme de façon répressive et le poursuit dans ses objectifs. Autrement dit, n'importe qui, s'il a une patente qu'il aura payée au préalable, pourra du jour au lendemain exercer la médecine, se dire chirurgien, se dire dentiste. Ce sera la porte ouverte à des abus sans nombre. La notion de formation et celle de compétence ont complètement disparu pour laisser la place à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence. 2 sous-principes concomitants de ce texte. Du décret du 18 août 1792 de dissolution de l'université et des facultés de médecine et autres associations au nom du libre exercice de la médecine, sans qu'il soit nécessaire d'avoir fait des études médicales ou d'avoir un diplôme, jusqu'à la loi concernant la création des écoles de santé de Paris, Montpellier et Strasbourg le 4 décembre 1794, l'art dentaire est totalement occulté. Ces 2 lois, dont Antoine Fourcroy est le grand promoteur, abandonne l'art dentaire de facto au charlatanisme. Antoine Fourcroy est un homme gigantesque de la médecine française, puisque c'est lui qui est à la base, dans la loi de 1794, de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'enseignement hospitalo-universitaire. Il va créer des écoles de médecine à côté des hôpitaux, de manière à ce que les étudiants soient formés aussi bien de manière clinique et théorique dans le même temps. C'est aussi lui qui va mettre en place les palmes académiques et c'est aussi lui qui va réécrire, à la demande de Napoléon qui ne l'aime pas, à 23 reprises le texte de l'université impériale. Comble de la disgrâce que Fourcroy vivra très très mal, il ne lui confiera pas l'enseignement et l'université lorsqu'elle sera édictée. La loi de l'an 3 va aussi permettre le contrôle des empiriques. La commission d'instruction publique, réunie le 13 Vendémiaire en 6, décide que tous ceux qui exercent actuellement l'art de guérir sans avoir été reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes seront tenus de se présenter dans les 3 mois devant un des jurys ou devant une des écoles de Paris, Montpellier ou Strasbourg pour y subir les examens. Les élèves reconnus capables de recevoir un certificat ou diplôme signé par les examinateurs. Ainsi, tous les anciens médecins, les anciens chirurgiens et les anciens experts pour les dents voient leur diplôme reconnu officiellement. Mais hélas, certains aspects de cette loi profitent aussi aux charlatans et à des illégaux qui se voient leur conférer un statut de praticien légitime. Vous avez sur la droite l'école de médecine de Paris sous le consulat qui existe encore aujourd'hui, 12 rue de l'école de médecine à Paris dans le 6e ou 5e, je ne sais plus. Pour pallier aux carences de la loi de 1794, Fourcroy parvient à faire voter une autre loi, celle du 10 mars 1803, qui impose à tout homme qui souhaite exercer la médecine d'être examiné et reçu dans l'une des 6 écoles spéciales de santé. Ayant satisfait cet examen, il portera le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie. Idem pour les officiers de santé qui devront être reçus devant des jurys spécifiques. Dominique Larrey, dont nous reparlerons un peu plus loin, sera le premier docteur d'entre tous, en chirurgie notamment. Le dentiste ne sera jamais mentionné dans ces 2 dernières lois. Conséquences qui sont considérables, aucune poursuite judiciaire possible contre aucun dentiste pendant près de 23 ans qui vont suivre la loi de 1794. Et profitant des lois édictées par Fourcroy, de nombreux experts pour les dents en profitent pour devenir des officiers de santé, ce qui fera apparaître un conflit d'intérêts bien réel entre les médecins dentistes et les dentistes patentés,
qui ne prendra fin qu'en 1892 avec la loi Brouardel qui conférera un véritable statut aux chirurgiens dentistes français. Alors, très brièvement, première école dentaire au monde en 1840 à Baltimore aux États-Unis. En France, c'est en 1880. 1884 également, l'école dentaire de Paris 1880, 1884 l'Institut odontotechnique de Paris. La loi Brouardel, c'est celle qui a conféré un vrai statut aux chirurgiens dentistes puisqu'elle demande de suivre un cursus en école, en faculté de médecine, pardon, sanctionné par un examen et un diplôme. Brièvement, les soins dentaires sous la Révolution et l'Empire, beaucoup de motivation à l'hygiène dentaire et des précautions alimentaires connues. Aussi étonnant que ça puisse avoir, les effets néfastes du sucre sur les dents sont connus depuis très très longtemps, bien avant cette époque. On pratique le détartrage, on réalise des prothèses dentaires avec des contentions, on réimplante et on transplante des dents, c'est-à-dire quand vous avez par exemple aujourd'hui un traumatisme, on peut réimplanter la dent dans son alvéole de départ et l'immobiliser. C'est pas souvent garant de succès, mais c'était une technique très répandue. On pratique la contention, je l'ai dit, et les implants sont déjà en vigueur, notamment en Italie en 1807, Maggiolo, qui va avoir un implant donc mis en place et qui va rester plus d'une dizaine d'années. Les soins dentaires classiques, le plombage utilisé est majoritairement l'orification comme technique d'obturation, déjà connue sous Henri IV, puisque Henri IV en consommera énormément de son côté. Pas de dentistes au sein de la Grande Armée, ce sont des chirurgiens qui sont formés à extraire les dents, qui règlent les problèmes dentaires. S'ils ont des pinces dans leur trousse chirurgicale, ils s'en servent. Sinon, ça peut être la tenaille du cordonnier ou du maréchal Ferrand pour faire l'extraction dentaire, rien d'autre. Les dents du bonheur. Alors ça, c'est une surprise parce que très peu de gens connaissent l'étymologie de cette expression fameuse en France. Et elle vient de l'Empire et de la Révolution française, puisque le premier texte fixant les causes de réforme en vigueur dans les armées de la République a été écrit par le Conseil de santé à la demande de la Convention à l'automne 1793. Il comprend 17 motifs possibles de réforme. Le troisième d'entre eux est le défaut des dents incisives et canines, car on ne peut déchirer la cartouche de poudre sans dents de devant. Hein. Ainsi réformé, le conscrit n'allait pas au combat et il était donc particulièrement heureux, les dents du bonheur. Le texte est confirmé par l'article 173 du texte de l'instruction générale sur la conscription du 1er novembre 1811. Toutefois, le 27 mai 1809, les inspecteurs de santé, d'une lettre signée par Coste, premier médecin de la Grande Armée de 1803 à 1807, précisent au directeur central des hôpitaux militaires la liste des infirmités qui ne permettent pas d'être soldat, mais permettent d'être infirmier. Celui qui est privé de dents incisives et canines, s'il n'est pas scorbutique, en fait partie. Les dents du bonheur ne permettront donc pas de prendre les armes et de combattre, mais n'empêcheront plus d'aller au front quand même pour aider la Grande Armée. Cette lettre est homologuée par une note ministérielle le 13 septembre 1809. Ces régiments subiront, comme tant d'autres, l'hécatombe du froid hivernal lors de la campagne de Russie. Une chose importante qu'il faut signaler, lors de la bataille de Waterloo, les soldats français chargent toujours leurs fusils par la bouche, déchirent leurs cartouches, etc. Les Prussiens, eux, ont déjà des fusils qui se chargent par la culasse et qui leur évitent de déchirer les cartouches, et qui chargent beaucoup plus vite que les soldats français. C'est une des raisons aussi pourquoi il y a eu un ascendant lors de cette bataille sur les soldats français. Il y en a bien d'autres, hein, mais celle-là est une des raisons. Les dents de Waterloo. Les dents de 50 000 soldats morts sur le champ de bataille de Waterloo le 18 juin 1815 ont été arrachées et utilisées pour la fabrication de dentiers connus sous le nom de dents de Waterloo. Les dents humaines ont été utilisées jusqu'à l'année 1860 et remplacées ultérieurement par les dents en porcelaine. Et ça a été réalisé déjà pendant la guerre d'indépendance américaine. Et ces dents ainsi récupérées ont restauré la bouche de nombreux Anglais sous la Régence et encore bien après. On trouve des dentiers avec des dents de Waterloo au musée dentaire de Londres, notamment. Ils en ont un certain nombre en exposition. C'est un américaine et qui portera toujours le nom de dents de Waterloo. Parler des blessés de la face un petit peu, très brièvement, parce que je ne suis pas rentré dans le détail parce que les textes sont ceux de Dominique Larrey, ils sont extrêmement techniques. Et chirurgicaux, donc je vous ai épargné de les lire, mais moi j'ai du mal, donc c'est
de la Moscova en 1822, on remarque dans le coin gauche un homme debout, les cheveux bruns en uniforme, en train de panser le visage d'un blessé. Si l'on regarde plus attentivement, on identifie que c'est Dominique Larrey, qui est à ce moment-là, le chirurgien en chef de la Grande Armée en 1812. Le 7 septembre 1812, au petit matin, entre 10h et 11h, le général Morand, qui commande la première division d'infanterie du corps de Davout, a sa mâchoire fracassée par un éclat d'obus. C'est Larrey qui va le soigner, mais le général va poursuivre son commandement tout au long de la retraite de Russie, sans pouvoir parler, il ne peut plus émettre un son, et ce sera exclusivement par geste. Au niveau des blessés de la face, Larrey va voir tous ses préceptes appliqués à la lettre. C'est le grand novateur de ces techniques de chirurgie particulières. Il est le premier en France à faire ce qu'on appelle une rhinopoïèse, une réparation chirurgicale du nez. Il a été présent lors de toutes les campagnes de la Grande Armée, soit 25 campagnes, 200 affrontements, 40 batailles. Il a été blessé à 6 reprises au feu. Il est chirurgien en chef de la garde impériale en 1804. Il est officier de la Légion d'honneur en 1804 lors de la première promotion de la Légion d'honneur. Il est inspecteur général du service de santé en 1805. À Eylau, en 1807, il pratique 800 amputations en 3 jours. Il est baron d'Empire en 1809, fait sur le champ de bataille à Wagram, où il pratique 1500 amputations également en 3 jours, avec un taux de survie considérable, puisqu'il n'y en a qu'une quarantaine qui décèdent. Il est chirurgien en chef de la Grande Armée en 1812. Voici quelques personnalités qui ont été blessées à la face. Le général de Zec, qui est le grand ami de Bonaparte. En 1793, à Lauterbourg, une balle traverse les 2 joues du général de Zay. Ne pouvant plus parler, c'est avec des gestes qu'il poursuit son commandement auprès de ses hommes au bord de la débâcle. Il ne quitte le champ de bataille que pour se faire panser une fois. Ses soldats sont tous ralliés à ses ordres et son visage est dit couturé de cicatrices, raccommodé à la hâte par des chirurgiens de fortune. Lors du siège de Saint-Jean d'Acre, le 1er avril 1799, le général Pierre Deveau reçoit une balle dans le visage. À ce propos, Larrey, qui va s'en occuper, décrit il a reçu à l'un des assauts de Saint-Jean d'Acre un coup de feu à la face, lequel fut suivi de fracas aux 2 mâchoires et de la perte de plusieurs dents. Je le pensais à mon ambulance de la trancher avec un si grand succès que lorsque cette plaie fut guérie, il n'y avait presque point de difformité et le général put continuer son service actif. À la bataille d'Aboukir, le 25 juillet 1799, Murat reçoit une balle qui traverse sa mâchoire de part en part. La langue n'est pas atteinte, il avait la bouche ouverte à ce moment-là. Napoléon dira de lui, c'est la première fois qu'il l'a ouverte à propos. On peut parler aussi évidemment du scorbut, qui est indispensable dans les campagnes, qui est incontournable dans les campagnes napoléoniennes. Les conditions de vie à bord des bateaux étaient propices aux maladies, humidité, saleté, vaisseaux surpeuplés infestés de vermine, conditions malsaines, fatigue de l'équipage, mauvaise alimentation, alcoolisme. Les épidémies étaient extrêmement fréquentes et une des plus redoutables maladies qui a décimé de nombreux marins et de nombreux équipages étaient causés parce qu'ils se trouvaient dans la nourriture, mais parce qu'ils ne se trouvaient pas dans la nourriture, en l'occurrence l'absence de vitamine C, ce qu'on appelle une avitaminose C, le scorbut, qui a causé une mortalité considérable chez les marins. Les dents s'ébranlent peu à peu et tombent, les douleurs sont intenses, les hémorragies et la salivation est abondante, ça c'est pour ce qui est au niveau de la bouche, mais c'est accompagné surtout d'un amaigrissement considérable, une anémie, des hémorragies cutanées sous forme de purpura et l'homme meurt dans la dynamie avec des troubles rénaux et cardiaques. On retrouve cela dans la campagne d'Égypte. C'est Larrey, une fois encore, qui va juguler une épidémie de scorbut lors du siège d'Alexandrie, en imposant des mesures d'hygiène extrêmement sévères. Mais chez les Anglais, à partir du 20 mai 1747, il y a un médecin écossais qui a embarqué à bord du HMS Salisbury, qui va diviser 12 marins en 6 groupes de 2, auxquels il va administrer plusieurs substances, du cidre, de l'élixir de vitriol, du vinaigre, une concoction d'herbes et d'épices, de l'eau de mer et des oranges et des citrons. Et c'est le dernier groupe seulement qui va consommer des agrumes, qui va rapidement guérir du scorbut. Les stigmates de la maladie ont disparu de la peau et des gencives en quelques jours. Il va publier ses résultats en 1753 dans un ouvrage qui va être récompensé par la Société de médecine de Londres. Et en 1795, la Navy va suivre les recommandations du médecin écossais en faisant distribuer du jus de citron vert sur tous les vaisseaux britanniques.
L'absorption de fruits frais, en particulier des agrumes, n'a été que très sporadique dans les armées françaises pendant la guerre d'Empire. Les marins anglais bien nourris, en bonne santé, ont combattu des hommes souvent malades, carencés en vitamine C, avec les symptômes précédemment décrits et l'affaiblissement qui en a découlé. Au long terme, la victoire de la Royal Navy, au-delà de toute forme de stratégie et de suréquipement, était inéluctable, faute de combattants en bonne santé. Et là, maintenant, on va rentrer dans le sujet. Après avoir peint le tableau de la chirurgie dentaire d'une manière générale, on va rentrer dans le sujet napoléonien. Enfin, on était déjà dans le sujet napoléonien, mais on va parler de l'empereur plus précisément, en tout cas. Voici son masque mortuaire en plâtre réalisé en 1821 par le docteur Francesco Antomarchi à Sainte-Hélène. Donc, Napoléon serait né avec des belles dents. Il est même dit qu'il en avait une ou deux à sa naissance, mais rien ne l'atteste avec certitude. Il avait des belles dents en retour d'Égypte, des dents belles et bien rangées selon les témoins. Euh, Napoléon a des tics récurrents. Il est notamment, quand il est soucieux, il relève régulièrement l'épaule droite pendant que sa bouche dévie à gauche avec une légère crispation. Avant Sainte-Hélène, Napoléon n'a jamais souffert des dents. Son dentiste, Jean-Joseph Dubois-Foucault, Jean-Joseph Dubois-Foucault est né à Toulon le 19 février 1748. Il a été élève en chirurgie à l'hôpital de la même ville, à l'hôpital de la Charité de Paris. Il est qualifié maître chirurgien dès 1766. Le 22 juillet 1771, il devient officiellement membre du Collège royal de chirurgie de la capitale. À partir de ce jour, il officie en tant que chirurgien dentiste. De 1783 à 1785, il exerce à Paris, d'abord avec son oncle, et puis il va officier également dans la même maison que Bourdet, qui est le dentiste attitré du roi Louis XV. De 1797 à 1805, il exerce Butte des Moulins et il termine sa carrière de rue Caumartin. Il était maître en chirurgie de Paris, ayant soutenu sa thèse en 1775 et membre de l'Académie royale de chirurgie. En 1808, il publie Exposé de nouveaux procédés pour la confection des dents, dite de composition. En mars 1783, Bourdet, dentiste de Louis XV et de Louis XVI, lui vend la survivance de sa charge auprès du roi pour la somme de 150 000 livres. Louis XVI le nomme son opérateur pour les dents par brevet le 4 mai 1783, décerné à Versailles. Et depuis le 6 avril 1783, il soigne le futur Louis XVIII, de même le futur Charles X et la famille royale. Il va succéder à Bourdet après sa mort survenue en 1789 auprès du roi, mais n'apparaît dans l'almanach royal qu'en 1791. Le 1er août 1790, il est appelé au chevet de Louis XVI pour un abcès dentaire de sévérité minime selon lui. Alors au Temple, Louis XVI demande le 10 août 1792 une éponge pour les dents à son dentiste qui la lui fournit. Enfermée précipitamment, la famille royale est démunie de tout. En décembre, quand je dis démunis de tout, ça va aussi du cure-dent. Ils avaient des cure-dents royaux, les cure-dents leur seront ôtés. Hein. Ils n'auront plus rien. En décembre 1792, une nouvelle fluxion, un nouvel abcès qui demande du roi, qui demande à consulter son praticien. Le conseil général de la commune va refuser d'accéder à sa requête le 22 décembre 1792. Extrêmement procédurier, Dubois-Foucault va attaquer en justice Dubois de Chémans, qui est un autre dentiste de Paris, au sujet de l'invention des dents minérales. Le 26 janvier 1792, il est débouté et doit par jugement payer les frais de procès. Plus tard, lorsque Dubois de Chémans est parti en Angleterre, Dubois de Foucault poursuit ses recherches et réalise ses propres dentiers en porcelaine. Et on retrouve tous les débats judiciaires dans le journal de Paris de l'époque, jour par jour. Le 25 février 1793, Dubois-Foucault va demander la résiliation de sa charge. Le 12 mai 1794, il assigne en justice la veuve Bourdet et lui demande le remboursement de 120 000 livres. Le 2 novembre 1794, le dentiste perd définitivement son procès et la veuve n'a pas à lui rendre un centime. En janvier 1805, ses services sont proposés pour occuper la fonction de chirurgien dentiste de l'empereur sans traitement. Dubois-Foucault est cité pour la première fois dans l'almanach impérial de 1806. Il est nommé par le premier médecin de Bonaparte, car toutes les nominations auprès de la maison de santé de l'empereur passent indubitablement par Jean-Nicolas Corvisart, le premier médecin, qui approuve ou refuse, ce qui lui permet d'ailleurs de choisir les praticiens avec beaucoup
sévérité qui vont œuvrer sur l'empereur, mais pas seulement pour la qualité de leur exercice, sur l'ascendant qu'il peut avoir sur eux également. Dubois-Foucault a été le dentiste de l'empereur de 1806 à 1813. Il n'aurait fait chez l'empereur majoritairement que des détartrages. Alors, pour vous donner une idée, les appointements annuels de Dubois-Foucault sont de 600 francs. Corvisart, lui, de son côté, touche 30 000 francs par an pour son rôle de premier médecin. Voici un exemple de l'almanach impérial de 1806. On voit le détail de tous les médecins qui travaillent pour Napoléon dans la maison de santé de l'empereur. Et si vous regardez en milieu de tableau sur cette diapositive, on trouve le chirurgien dentiste, M. Dubois, à ne pas confondre avec l'autre Dubois qui sera celui qui accouchera l'impératrice. Qui est-il? Eh bien, les attributions et obligations du chirurgien dentiste personnel de Napoléon sont mentionnées au titre 8 dans le règlement pour le service de santé de la maison de leur Majesté impériale et royale, qui a été rédigé en 1811. Article 1er, le chirurgien dentiste est tenu de se présenter à la cour lorsqu'il est appelé immédiatement ou par le premier médecin ou par le premier chirurgien. Le premier médecin, c'est Corvisart, le premier chirurgien, c'est Alexis Boyer, qui a été choisi par Corvisart. Il est également tenu de se présenter à l'infirmerie impériale lorsqu'il en est requis par le premier médecin ou d'après la demande du premier chirurgien ou du chirurgien de quartier pour y faire quelque opération de son ministère. Dans les cas urgents, il n'y s'y rendra que sur invitation immédiate. Napoléon avait une grande confiance en son dentiste. En effet, l'empereur lui laissait toute liberté quant à la confection, les réparations éventuelles et l'entretien des coffrets impériaux. Ceux destinés à l'hygiène dentaire ou ceux destinés au voyage pour l'hygiène du quotidien. Toutefois, si Dubois-Foucault est libre de ses choix, il doit en référer systématiquement à Corvisart, qui est son supérieur direct. Donc, on l'a dit, il a été aussi le dentiste personnel de Louis XVIII, de Charles X. Louis XVIII va le rappeler aux mêmes fonctions à partir de 1815. En 1826, Dubois-Foucault cesse l'essentiel de ses activités, mais au 15 décembre 1826, il est encore autorisé à conserver son titre et son nom est toujours cité dans l'Almanach royal de 1830. Cette année-là, il soigne encore Charles X et ce depuis 1825. Il meurt justement en 1830. Donc, le matériel d'hygiène, le premier nécessaire à dents acheté par Bonaparte est en 1798. Bonaparte se brosse les dents quotidiennement. Plusieurs nécessaires de toilette sont toujours équipés de brosses à dents, comme on le verra tout à l'heure. Donc, il se curait soigneusement ses dents avec un cure-dent en buis, puis les brossait longuement avec une brosse trempée dans de l'opiat, revenait avec du corail fin et se rinçait la bouche avec un mélange d'eau de vie et d'eau fraîche. Il se raclait enfin la langue avec un racloir d'argent, de vermeil ou d'écaille. En 1806, Gervais Chardin, qui est le parfumeur de leur Majesté impériale et royale, livre 52 boîtes d'opiat dentifrice pour un montant de 306 francs, 15 douzaines de cure-dents en buis et en ivoire. Le 25 octobre 1808, il livre 24 douzaines de cure-dents en buis, 6 boîtes de corail fin pour les dents au prix de 36 francs et 28 boîtes d'opiat super fin facturées 168 francs. Le 20 mars 1815, le parfumeur Tessier fournit 3 boîtes d'opiat en bois, d'ébène pour la somme de 18 francs et 28 pots d'opiat à la rose au coût de 56 francs. À Ulm et Austerlitz, Napoléon dispose d'une cassette de campagne dévolue à l'entretien de ses dents. C'est le plus important qu'il a jamais utilisé. Il est composé de 103 pièces. Un nécessaire à dents est dérobé en 1815 par un soldat dans les bagages du train de Napoléon au cours de la bataille de Waterloo. Voici celui qui est de la Fondation Napoléon, qui est un nécessaire à dents uniquement médicalisé, puisqu'il est composé majoritairement de rugine pour le détartrage. Cette brosse à dents, c'est celle du général Bonaparte. On la trouve au château de Fontainebleau. Voici les nécessaires à dents qui appartiendront ultérieurement aux Tsars de Russie. Ils sont conçus par Biennet, on va y revenir tout à l'heure, qui est le plus célèbre orfèvre parisien. Si vous regardez bien sur la droite, on trouve et si vous regardez bien au centre en haut de la structure ovalaire, on trouve une brosse à dents. Pareil également, si vous regardez bien dans les structures ovalaires en zigzag, on trouve une brosse à dents également, toujours sur ces nécessaires à dents que Napoléon emmenait partout avec lui. Nécessaire de voyage plutôt, pour être exact. Là, je dis une bêtise. Encore un nécessaire de voyage. Donc,
Son orfèvre, c'est Martin-Guillaume Biennet, un orfèvre français qui est reçu maître tablier à Paris en 1788. Il s'installe rue Saint-Honoré à l'enseigne du Saint-Giolet, où il fera toute sa carrière en bénéficiant de la proximité du palais des Tuileries pour ses commandes. Il étend ses activités à l'ébénisterie, puis sous le consulat, à l'orfèvrerie. Il devient ensuite l'orfèvre attitré de Napoléon Bonaparte, à qui il fait tous ses nécessaires à dents. On ne peut pas parler des dents de Napoléon sans parler de ce qui s'est passé à Sainte-Hélène. Celui qui jouera à la fois son rôle de médecin et de dentiste, c'est le docteur Barry O'Meara. C'est un assistant chirurgien de l'armée anglaise en Égypte et en Sicile en 1804, envoyé de celle-ci après s'être battu en duel à Messina en 1807. Il est chirurgien naval en 1808. Il sert sur le HMS Bellérophon lors de la reddition de Napoléon le 15 juillet 1815. Il accompagne ce dernier sur l'île de Sainte-Hélène où il sert auprès de l'empereur en tant que chirurgien. C'est d'ailleurs O'Meara qui va effectuer les extractions dentaires dans la bouche impériale. Le médecin refuse de rendre compte de cette discussion avec le captif, avec Sir Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, qui, irrité par son attitude, va le destituer et en Angleterre. À l'arrivée au pays, il va décrire une dénonciation des méfaits de l'eau sur le Corse qui paraît en 1902 sous le titre Napoleon in Exile or a Voice from St. Helena. Il est un des membres fondateurs du Reform Club. En 1815, à son arrivée à Saint comme ayant les dents noires, c'est un gros consommateur de réglisse. Il en fera venir d'Europe pendant toute la durée de son exil. Son premier abcès dentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est décrit avec précision jour par jour, heure par heure, quasiment par Lascazès dans son mémorial. Donc du 26 octobre 1816 au 9 novembre 1816. Lascazès confirme également les syndromes scorbutiques de l'empereur. Et alors qu'il y a une dent à extraire, Napoléon va refuser l'extraction. Un de ses proches va dire à propos de la frayeur de Napoléon, comment cet homme a-t-il pu combattre sur tous les champs de bataille de l'Europe et mourir de peur face à une simple petite extraction dentaire. En juillet 1817, il fait un autre abcès. O'Meara va arracher la première dent de l'empereur, une dent de sagesse, selon Montelot. Pour lutter contre le scorbut dont souffre Napoléon, O'Meara va administrer des plantes antiscorbutiques à Napoléon et un opiat dentifrice contenant les mêmes plantes. Il va breveter et revendre cela en Angleterre. Dans son rapport du 9 juillet 1818, O'Meara va mentionner les derniers jours de septembre. Les gencives de l'empereur ont pris une apparence spongieuse scorbutique. 1er octobre 1817, 3 molaires étaient attaquées, jugées d'après ces circonstances qu'elles devaient en partie être à cause des affections inflammatoires des muscles et des membranes de la mâchoire. Je pensais en outre qu'elle avait produit la catarrhe. Je les arrachais avec des intervalles convenables. Je conseillais pour détruire l'apparence scorbutique qu'avaient prise les gencives l'usage des légumes, des acides. Je mets en réserve la date de 1817 pour O'Meara parce que j'ai peut-être fait une erreur dans l'écriture, puisqu'il a été révoqué en 1816. Je pense que j'ai mal recopié un truc. Oui, je reviens là, je crois. Toc, voilà. En 1821, l'empereur va décéder du 4 au 5 mai vers 4 heures. Une de ses dents était vendue aux enchères pour la modique somme de presque 20 000 euros. Je suis obligé de parler des polémiques parce que 6 mois dentiste, je me suis occupé des schémas dentaires de Louis XI et de Charlotte de Savoie, des patients extrêmement gentils et silencieux. Eh bien, Stern Forscherwood, lui, il a étudié les cheveux de l'empereur et c'est un dentiste à la base, un dentiste suédois et biologiste qui, après lecture des mémoires de Marchand, va affirmer que Napoléon est atteint de 28 des 31 symptômes d'empoisonnement chronique à l'arsenic. Après bombardement nucléaire des cheveux de l'empereur, il va déterminer que l'agent toxique serait la morora. Bon, c'est plein de gens qui discutent ça. Je n'ai pas d'opinion précise, donc c'est pas la peine de me poser une question sur le sujet. De toute façon, j'y répondrai pas. Je me suis borné à le citer parce que il a travaillé en tant que dentiste sur le sujet. Certains sont d'accord, d'autres sont pas d'accord. Voilà, je laisserai à chacun son opinion et sa liberté de jugement sur ce sujet-là en tout cas. Donc Napoléon II va régner que 15 jours après l'abdication de son père en 1815. Le 25 octobre 1811, le Moniteur annonce en ces termes que le fils de l'empereur vient de voir sortir sa première dent de lait. Le roi de Rome est à Saint-Cloud depuis le retour du voyage de Compiègne. Sa première dent de lait vient de percer. Le travail de dentition s'est fait sans occasionner aucune altération de sa santé, qui continue d'être très bonne.
Les éruptions de dents de lait douloureuses vont faire souffrir l'enfant. Il ne part pas jusqu'à l'âge de 16 mois. En 1813, il a toutes ses dents. De 1813 à 1814, Marie-Louise va écrire une série de lettres à Napoléon qui vont être publiées en 1955 par Palmstierna, où elle parle des problèmes bucco-dentaires de son fils. Elle décrit de nombreuses rages de dents de février à mars 1814. L'enfant refuse de se laisser soigner. Il développe des polycaries, enfin de nombreuses caries. Et il utilise ses dents notamment pour prétexter des douleurs, enfin pour laisser entendre des douleurs qui lui permettent de prétexter des absences à certaines obligations, à certains voyages. Ce que Marie-Louise révèle dans ses lettres comme étant un subterfuge. En juillet 1817, ses dents sont noires et déjà affreuses. Dans son exil, selon la baronne du Montet, dans son exil à Vienne, il reçoit des soins dentaires réguliers. Son dentiste également, Jean-Joseph Dubois-Foucault. L'état B du testament de l'empereur, écrit le 24 avril 1821 à Longwood, qui fait l'inventaire des effets laissés chez Monsieur le comte de Turenne, stipule: je donne à mon fils le nécessaire d'or pour les dents restées chez le dentiste. Donc c'est le nécessaire qu'on a vu de la fondation de Napoléon à Détartré. Ça, c'est un autre nécessaire de toilette du roi de Rome. Également une polémique sur la mort de Napoléon II, du roi de Rome. Pourquoi cette photo? On va le venir tout de suite. Carabelli, donc, est le premier médecin à avoir donné à partir de 1820 à Vienne, en Autriche, des cours magistraux sur la dentisterie, dentiste à la cour de l'empereur autrichien France et fondateur d'une clinique de stomatologie à l'université de Vienne. Dans un traité d'anatomie dentaire qu'il publie en 1842, il décrit un tubercule sur la face palatine des premières molaires supérieures. Il précise la description dans un second travail qui paraît après sa mort en 1844. Et pour nous, les dentistes, ce relief a gardé un nom, le nom de son découvreur, le tubercule de Carabelli sur les premières molaires supérieures. Donc, à la mort de l'empereur, il y a une résurgence du bonapartisme en Europe qui fait très très peur à Metternich, qui n'a pas besoin du roi de Rome dans ses calculs diplomatiques. Il aurait demandé, c'est une rumeur qui est parue dans un quotidien parisien le 11 août 1910, et il aurait demandé donc à Carabelli, notre dentiste, qui soignait donc le roi de Rome, de lui faire des piqûres avec du poison qu'il aurait dans les gencives du roi de Rome. Bon, c'est une polémique, je l'ai cité aussi pour être complet. On en pense qu'on en veut, à la mettre au conditionnel, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a rien eu d'avéré ou de prouvé dans ce sens. Un mot sur Joséphine. Joséphine avait des dents noires et gâtées pour avoir mangé beaucoup de sucre dans son enfance. Elle utilisait pourtant une brosse à dents et un gratte-langue. À la fin de sa vie, elle n'avait plus de dents. En 1804-1809, Julien Marmont est le dentiste de Joséphine. Julien Marmont a écrit un livre que j'ai réédité avec un confrère, un livre de poèmes dentaires dédié aux dames. Voilà, et il raconte son aventure au contact de Napoléon, qui est à mettre au conditionnel. Il dit qu'il a été officiellement le dentiste de Joséphine. Il décrit ses symptômes, ses problèmes dentaires, hein, puisqu'elle avait un râtelier, il lui restait que deux dents supérieures. Il décrit aussi son intervention ponctuelle auprès de l'empereur, mais si on regarde les almanachs impériaux, si on regarde partout, on ne trouve nulle trace de Julien Marmont. Il y a un inventaire des dentistes parisiens qui a été fait par un confrère à Paris. À l'époque, il est inexistant. Donc je pense que s'il est intervenu, c'est vraiment de façon extrêmement ponctuelle. Et en tout cas, au plus fort des crises européennes, Napoléon a fois par semaine jusqu'à sa mort. Il recevait de très bonnes heures dans son cabinet personnel avant sa journée de travail. Donc Evans, Thomas Wilberger Evans,
Il est né le 23 décembre 1823. Il obtient un doctorat en médecine au Jefferson Medical College de Philadelphie. En 1841, Thomas devient un étudiant du dentiste de Philadelphie, le docteur John de Haven-White. Il ouvre un cabinet dentaire à Baltimore, dans le Maryland, puis à Lancaster, en Pennsylvanie. En 1847, il acquiert une certaine notoriété par la démonstration qu'il fait d'une nouvelle technique de plombage en or à l'exposition annuelle de Philadelphie. Il en gagne le premier prix, mais fait également la rencontre du docteur John Clark, un médecin à la retraite, qui lui dit qu'il ferait fureur à Paris. En novembre 1847, Evans va s'installer dans la capitale française et s'associe avec le docteur Starr Brewster, qui soigne toute l'aristocratie française. Un jour, Brewster est convoqué par Napoléon III et il ne peut pas s'y rendre, donc il envoie Evans à sa place. Et Napoléon est tellement séduit par Evans qu'à compter de ce jour, Evans sera le seul convoqué auprès de lui et il va devenir le dentiste de toutes les familles royales européennes. Il va gagner l'amitié de Napoléon, qui va le nommer dentiste officiel de sa cour en 1853 et devient un membre officiel de son conseil. En 1854, il reçoit la Légion d'honneur. Evans va mourir à Paris en 1897. Il est enterré à Philadelphie. Son argent, car il est richissime, va permettre la création d'une école dentaire, d'un musée dentaire dans cette ville qui existe toujours aujourd'hui. C'est un conseiller diplomatique avéré de Napoléon III. Lorsque la guerre de sécession américaine éclate, Napoléon III est pressurisé par sa cour de soutenir le Sud. Et Evans, lui, par des tracts, par son argent, il soutient le Nord avec beaucoup d'opiniâtreté. Alors que Napoléon III est prêt de se résoudre à intervenir en faveur du Sud, Evans va intervenir et puis va lui dire que bien il faut pas et qu'il se propose d'aller partir aux États-Unis pour rencontrer tous les plus hauts dignitaires, faire un état des lieux et puis en fonction du rapport à son retour, Napoléon III décidera s'il intervient ou non. Donc Evans va partir aux États-Unis au lendemain de la bataille de Wilderness, 23, 24 ou 24-25 mai 1864. Il va rencontrer Lincoln, Ulysse Grant et d'autres généraux près du front. Et il va ramener un rapport qui est sans équivoque, que Napoléon III va lire avec beaucoup d'assiduité. Le Nord va gagner la guerre quoi qu'il arrive. Toutes les industries et les entreprises sont au Nord. Le Sud est exsangue sur le plan économique. Et donc, Napoléon va se décider à ne pas intervenir et il va convaincre les Anglais d'en faire autant. On a évité, pour moi, ça n'engage bien sûr que moi. Pour moi, la guerre de sécession américaine est le premier conflit mondial. Et si Evans ne fait pas ce travail d'ambassadeur, eh bien, les choses dégénèrent activement. Lors de la débâcle de 1870, c'est la révolution dans la capitale. On traque les responsables de la débâcle. Eugénie se réfugie au domicile d'Evans, qui va organiser sa fuite en la faisant passer pour une patiente de son associé, le docteur John Crane, qui l'accompagne. Evans va réussir à l'emmener sans encombre jusqu'à Deauville, où l'impératrice va s'embarquer pour l'Angleterre. En 1851, Evans a commencé à soigner Eugénie, qui arrive à son cabinet. Un jour qu'il est dans la salle d'attente, Eugénie attend son tour et il y a un très proche du futur empereur qui est dans la salle d'attente et qui s'impatiente, qui est pas content de devoir attendre son tour. Et Eugénie, fort civilement, va lui laisser sa place. La personne va donc aller se faire soigner par Thomas Evans, mais va être séduit par ce geste d'élégance, va en parler au futur empereur et qui va l'inviter. Lui-même va être séduit. On dit qu'elle avait des dents euh, en, en forme de perles, couleur de perles. Et donc, il va finir par se marier avec elle, comme on le sait tous. Et Evans continuera de la soigner tout le temps du règne. Quand elle le convoquait, Evans était reçu dans la chambre de l'impératrice où elle la soignait.
Et après le soin, l'empereur lui offrait un bijou, un collier de perles, etc. pour la consoler. Le 1er juin 1879, le fils de Génie et de Napoléon III décède dans une embuscade des Zoulous. Percé de 17 coups, sa guet tous reçus de face, faute à une vieille selle défectueuse. Son cheval s'enfuit sans loulou. Son corps est méconnaissable. Le cercueil va être ouvert le 11 juin 1879 à Chislehurst. Le procès-verbal de l'examen autopsique est fait par Lucien Corvisart, le fils de Jean-Nicolas, et par Hippolyte Larrey, le fils de Dominique. Parmi les 17 blessures, bon, je vous épargne tout le côté droit, je vous épargne les descriptifs, hein, mais c'est surtout Evans qui va examiner les dents du fils impérial et qui va retrouver les plombages en or qu'il avait fait et donc attester de l'identification formelle du corps. Arthur Huggenschmidt, c'est le fils adultérin le fils bâtard de Napoléon III, né de ses amours avec la comtesse de Cagliostro. Lorsqu'il quitte la France, il va le confier à Evans, qui va l'élever comme son fils. Il va lui faire suivre des études dentaires. Il va aller aux États-Unis passer un diplôme de chirurgie dentaire. Et il va lui confier son cabinet dentaire rue de la Paix, à Paris, où là, il va soigner les personnalités les plus importantes. Et il va en soigner une, non des moindres, qui s'appelle Georges Clemenceau, en 1919. Et alors qu'il parle du traité de Versailles, où Huggenschmidt demande à Clemenceau qu'est-ce qu'il en advient, où ça en est. Clemenceau veut récupérer l'Alsace-Lorraine. Les Anglais ne veulent pas parce qu'ils considèrent que c'est un terrain naturel d'appartenance germanique. Et donc, Huggenschmidt va s'étonner et dire que l'impératrice Eugénie dispose d'une lettre de Bismarck à Chislehurst en Angleterre, qui atteste que les vues germaniques sur l'Alsace-Lorraine sont purement stratégiques, que c'est un sol à la base d'origine française. Et Clemenceau, qui entend ça, a dit « il me faut cette lettre, il me faut cette lettre ». Il s'avère que Huggenschmidt a une ressemblance très forte avec Loulou, le fils de l'empereur, et il a beaucoup sympathisé avec l'impératrice Eugénie, donc il se propose de jouer une mission d'ambassadeur, d'aller voir l'impératrice, de ramener la lettre, ce qu'il fait. Il donne la lettre à Clemenceau. Clemenceau présente cette lettre aux Anglais qui vont dire d'accord. Et c'est comme ça que l'Alsace-Lorraine aurait été récupérée. Beaucoup de choses ont été dites sur la médecine impériale. Les Larrey et les Corvisart ont exercé 2 générations de médecins qui ont laissé leur nom à la postérité. Mais les dentistes, aussi discrets soient-ils, ont existé aussi et n'ont pas démérité. Donc, il convient par conséquent de leur rendre un petit hommage, ce que j'espère avoir réussi aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, hein. Remarquable travail. Moi, j'avais une petite question. Là, on a parlé beaucoup donc, des dentistes vis-à-vis voilà, des hauts dignitaires du régime et de la famille impériale. Qu'est-ce qu'il en était du vulgus pecum, c'est-à-dire de Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce que les dentistes exerçaient de façon Oui, 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 oui. systématique? Alors, ils exerçaient, mais bon, comment dire, pour le peuple d'une manière générale, c'était quand même très rudimentaire les soins à base d'extraction majoritairement, mais il y a eu un référencement qui a été fait dans un livre européen d'ailleurs, qui est fait par Christine Nilam, publié aux éditions Rodopy, où en France, pour la partie française, tous les dentistes de la capitale et de province ont été référencés. Donc, il y avait des soins dentaires. Maintenant, l'aspect pécunier a fait que c'était probablement pas accessible pour tout le monde et qu'il faut. D'ailleurs, il est dit pour juste un exemple, hein, dans tous les grognards qui sont rentrés des campagnes napoléoniennes, il y en a beaucoup qui avaient perdu leurs dents, qui étaient dans un état de dénutrition et surtout
catastrophique et qui avait perdu un nombre incroyable de dents. Le traitement était radical, malheureusement. Mais oui, oui, ils existent et ils ont été référencés et il y en avait partout dans la capitale. Avant, sous le premier consulat, on en a entre 15 et 20 à Paris, à peu près. D'accord. Et à partir de quand on a commencé à avoir des possibilités d'anesthésie pour les extractions de dents? Bah, l'anesthésie, c'est deux dentistes aux États-Unis qui l'ont découverte. En 1844, c'est Horace Wells, pardon, qui découvre le protoxyde d'azote. Il assiste à un spectacle par un chimiste ambulant qui administre du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant, hein. Et il voit une personne désignée dans l'Assemblée qui se blesse violemment, mais tout en continuant de rire. Et ça interpelle notre dentiste qui, le lendemain, se fait enlever une dent de sagesse assistée par son associé et qui, comment dire, qui se fait enlever donc, la dent de sagesse par son associé en présence du chimiste en question. Et, voilà. Et c'est là que le protoxyde d'azote a été découvert. Il s'avère que Horace Wells travaille avec un autre dentiste en association, mais leur association va tourner court. Il s'appelle Thomas Morton, qui va découvrir, lui, l'éther sulfurique. Horace Wells veut faire don de sa découverte à l'humanité, donc il ne veut pas d'argent. Et Morton, lui, veut de l'argent. C'est ça qui va faire que les deux hommes ne vont pas s'entendre. Donc, il va faire breveter son invention, ce qui va donner lieu à de nombreuses polémiques parce que il est en rivalité avec d'autres personnes, un professeur médical qui s'appelle Thomas Jackson, qui va s'attribuer la découverte, la paternité de ça. Et donc, chacun va vivre son chemin de croix. Horace Wells sera reconnu posthume et recevra toutes les décorations internationales possibles, imaginables. Parce que justement, ils vont tous les deux tester leur produit auprès d'un grand hôpital du Massachusetts. Et Horace Wells va pas, le procédé va être administré trop tôt. Le blessé va sentir le scalpel du chirurgien. Donc, le chirurgien va tout de suite discréditer Horace Wells. Horace Wells va très mal le vivre et va dégénérer dans une forme de drogue parce qu'après le protoxyde, il va tester le chloroforme. Donc, il va se droguer au chloroforme et il va finir par se suicider. Et Thomas Morton, lui, va chercher la paternité de son brevet à tout prix. Il va breveter, mais il ne va pas toucher les 100 000 $ prévus à l'occasion de ce brevet. On va lui refuser, le gouvernement américain va lui refuser. Par contre, il va devenir légendaire parce qu'il va appliquer son invention pendant la guerre de sécession américaine. Et il va sauver du couteau du chirurgien plus de 2000 soldats qui ne vont pas souffrir grâce à son invention. Donc, il va obtenir une reconnaissance considérable grâce à ça. Mais pareil, il va le finir plus ou moins misérable à la fin de sa vie parce qu'il luttera jusqu'au bout pour revendiquer la paternité de son brevet et face à ses opposants qui vont le discréditer sans arrêt. Il sera reconnu aussi posthume, mais bon, son image est un peu entachée par cette recherche d'argent qui aura été la sienne, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette conférence. Et merci encore pour cet exposé vraiment très intéressant. Merci Donc, beaucoup. Alors, j'émets juste une réserve sur les dates que j'ai citées sur Omira, et c'est sur les problèmes dentaires de Napoléon. Je crois qu'il faut que je revérifie ça. Parce que 1818, 1817, il n'était plus à Sainte-Hélène, quoi. d'accord, Donc là, c'est juste une petite chose, j'ai peut-être fait une petite erreur. Ça à vérifier. pas de problème. Très bien, donc on va publier cette conférence sur le site c-e-n.fr du Centre d'études napoléoniennes. Très bien, eh bien merci beaucoup et bonne Merci soirée beaucoup. et à bientôt pour une prochaine conférence. Tu pourras m'envoyer le lien quand ce sera fait? Oui, bien sûr, je mettrai ça. Merci, au revoir. Ça marche. Bonne soirée. Allô?
Oui, C'est bon? ouais, excuse-moi, ça a coupé. Il n'y a pas de mal. Ah, c'est. Bon, bah, écoute, j'avais terminé la présentation. Vous ne m'avez pas entendu? Non, rien du tout. Enfin, ça s'est arrêté sur la fin de ce qu'il y avait sur l'écran, mais c'est suffisant, hein. C'est bon, on va pas Ouais, remettre une tartine. vas-y. Allez, go. Ok, bon, bah, on y va, feu. Eh ben, bonjour à tous. Je vais vous présenter un travail qui me tient particulièrement à cœur, puisque pour info, j'ai rencontré Jérôme lors d'un congrès de la Société napoléonienne internationale. Donc, la dynastie napoléonienne, leurs dents et leurs dentistes, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, je vais bien bouger. Voilà. Voilà. Donc, voici un petit plan. On va parler de la chirurgie dentaire sous la Révolution et l'Empire, Napoléon Ier, Napoléon II. Ce premier chapitre, chirurgie dentaire sous la Révolution et l'Empire, est un chapitre un peu fourre-tout où j'ai volontairement digressé pour dresser un tableau un peu complet et large de la chirurgie dentaire en général, parce qu'on se doute bien que celle qui était pour le commun des mortels n'était pas celle de Napoléon. Donc j'ai volontairement digressé et cherché un peu l'exhaustivité, bien que sur une présentation de cet ordre, eh bien, on ne peut pas être exhaustif complètement, mais vous aurez un portrait un peu plus détaillé. Donc après, c'est un petit mot sur Joséphine, parce que c'est un cas vraiment très particulier. Et je termine sur Napoléon III et tout ce qui tourne autour, puisque Napoléon III est véritablement, enfin, c'est assez romanesque ce qui s'est passé sous son règne. Donc, tout le monde a entendu parler une fois au moins dans sa vie du nom de Napoléon. Ce nom s'érige dans notre société contemporaine comme un pilier fondamental et incontournable de l'histoire de notre nation, un patrimoine emblématique de notre vie de tous les jours. Le sac de l'empereur, le soleil d'Austerlitz, le vainqueur de la bataille de Iéna, de celle de Wagram, un mythe, une légende, mais aussi un dictateur, un homme qui a tenu l'Europe tout entière dans sa seule main. Mais ces défaites, Aboukir, Trafalgar, Waterloo, par exemple, ne rappellent-elles pas que cet homme aussi grand a-t-il pu être, n'en a pas moins été aussi qu'un homme avec ses forces, certes, mais aussi ses faiblesses et ses failles. En fin de compte, si lui aussi avait souffert des dents, qu'en aurait-il exactement été sur le plan odontologique de lui, bien sûr, mais aussi de sa dynastie? Je vais considérer dans cette étude que les trois Napoléons ayant gouverné, et pour ceux qui l'oublient, Napoléon II, à l'abdication de l'empereur, a gouverné 15 jours. Donc, dans mon introduction, on peut pas, un confrère, le docteur Robert Cyr, qui a un talent de dessinateur indéniable, a retracé le fameux abcès dentaire relaté par Lascazès dans son mémorial de Sainte-Hélène à la fin 1816. J'y reviendrai tout à l'heure. Je vais vous parler un peu de la chirurgie dentaire sous la Révolution et sous l'Empire. Comment est-ce qu'on devient dentiste à l'époque? En fait, il n'y a pas de diplôme de chirurgien dentiste, c'est vraiment quelque chose d'autre. On appelle ça un expert pour les dents ou, pour ceux qui ne le sont pas, un charlatan, mais pas charlatan au sens étymologique qu'on connaît aujourd'hui. Un charlatan aujourd'hui, c'est un guignol, un escroc. Un charlatan à l'époque, c'était globalement un homme de théâtre qui pouvait faire une représentation théâtrale et qui derrière pouvait offrir ses services pour extraire des dents. Sur le pont, il y a un pont à Paris où tous les hommes de théâtre, les charlatans se retrouvaient et pratiquaient ce type un pont construit par Henri IV d'ailleurs. En 1768, un extrait des lettres patentes de mai concernant l'art dentaire en France est dit que pour être habilité à exercer cette spécialité, il faut avoir été reçu expert pour les dents par le Collège de chirurgie à la suite d'un certain nombre d'épreuves théoriques et pratiques. Voici les articles qui définissent cette pratique. L'article 126, ceux qui voudront ne s'appliquer qu'à la cure des dents seront tenus avant d'en faire l'exercice de se faire recevoir au dit collège de chirurgie. En la qualité d'expert, cela existait déjà depuis 1699 avec la réforme de la médecine par la Peyronie sous Louis XIV. Article 127, aucun aspirant ne pourra être admis à la dite qualité d'expert s'il n'a servi 2 années entières et consécutives chez l'un des maîtres en chirurgie ou chez un des experts établis dans la ville et faubourg de Paris, ou enfin sous plusieurs maîtres ou experts des autres villes pendant 3 années. L'article 128, seront reçus les 10 experts en subissant 2 examens en 2 jours différents dans la même semaine. Ils seront interrogés le premier jour sur la théorie
et le second sur la pratique des 10 exercices. S'ils sont jugés capables dans ces examens, ils seront admis à la qualité dite d'expert en payant des droits et en prêtant serment entre les mains de notre premier chirurgien ou de son lieutenant. Le 2 et 17 mars 1791, une loi qui est dite le décret d'Allard, du nom du député qui en était le promoteur, supprime les corporations et accorde le libre exercice de toutes les professions, arts ou métiers. En son article 7, ce texte stipule « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. » Le 14 juin 1791, la loi Le Chapelier, donc vous avez la photo à droite, du nom du député qui l'a promulguée, prolonge ce décret d'alarme de façon répressive et le poursuit dans ses objectifs. Autrement dit, n'importe qui, s'il a une patente qu'il aura payée au préalable, pourra du jour au lendemain exercer la médecine, se dire chirurgien, se dire dentiste. Ce sera la porte ouverte à des abus sans nombre. La notion de formation et celle de compétence ont complètement disparu pour laisser la place à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence. Deux sous-principes concomitants de ce texte. Du décret du 18 août 1792 de dissolution de l'université et des facultés de médecine et autres associations au nom du libre exercice de la médecine, sans qu'il soit nécessaire d'avoir fait des études médicales ou d'avoir un diplôme, jusqu'à la loi concernant la création des écoles de santé de Paris, Montpellier et Strasbourg le 4 décembre 1794, l'art dentaire est totalement occulté. Ces deux lois, dont Antoine Fourcroy est le grand promoteur, abandonnent l'art dentaire de facto au charlatanisme. Antoine Fourcroy est un homme gigantesque de la médecine française, puisque c'est lui qui est à la base, dans la loi de 1794, de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'enseignement hospitalo-universitaire. Il va créer des écoles de médecine à côté des hôpitaux, de manière à ce que les étudiants soient formés aussi bien de manière clinique et théorique dans le même temps. C'est aussi lui qui va mettre en place les palmes académiques et c'est aussi lui qui va réécrire à la demande de Napoléon, qui ne l'aime pas, à 23 reprises le texte de l'université impériale. Comble de la disgrâce, que Fourcroy vivra très très mal, il ne lui confiera pas l'enseignement et l'université lorsqu'elle sera édictée. La loi de l'an 3 va aussi permettre le contrôle des empiriques. La commission d'instruction publique, réunie le 13 Vendémiaire en 6, décide que tous ceux qui exercent actuellement l'art de guérir sans avoir été reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes seront tenus de se présenter dans les 3 mois devant un des jurys ou devant une des écoles de Paris, Montpellier ou Strasbourg pour y subir les examens. Les élèves reconnus capables de recevoir un certificat ou diplôme signé par les examinateurs. Ainsi, tous les anciens médecins, les anciens chirurgiens et les anciens experts pour les dents voient leur diplôme reconnu officiellement. Mais hélas, certains aspects de cette loi profitent aussi aux charlatans et à des illégaux qui se voient leur conférer un statut de praticien légitime. Vous avez sur la droite l'école de médecine de Paris sous le consulat, qui existe encore aujourd'hui, 12 rue de l'école de médecine à Paris, dans le 6e ou 5e, je ne sais plus. Pour pallier aux carences de la loi de 1794, Fourcroy parvient à faire voter une autre loi, celle du 10 mars 1803, qui impose à tout homme qui souhaite exercer la médecine d'être examiné et reçu dans l'une des 6 écoles spéciales de santé. Ayant satisfait cet examen, il portera le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie. Idem pour les officiers de santé qui devront être reçus devant des jurys spécifiques. Dominique Larrey, dont nous reparlerons un peu plus loin, sera le premier docteur d'entre tous, en chirurgie notamment. Le dentiste ne sera jamais mentionné dans ces 2 dernières lois. Conséquences qui sont considérables, aucune poursuite judiciaire possible contre aucun dentiste pendant près de 23 ans qui vont suivre la loi de 1794. Et profitant des lois édictées par Fourcroy, de nombreux experts pour les dents en profitent pour devenir des officiers de santé, ce qui fera apparaître un conflit d'intérêts bien réel entre les médecins dentistes et les dentistes patentés, qui ne prendra fin qu'en 1892 avec la loi Brouardel qui conférera un véritable statut aux chirurgiens dentistes français. Alors, très brièvement, première école dentaire au monde en 1840 à Baltimore aux États-Unis. En France, c'est en 1880. 1884 également, l'école dentaire de Paris 1880, 1884 l'Institut odontotechnique de Paris. La loi Brouardel, c'est celle qui a conféré un vrai statut aux chirurgiens dentistes puisqu'elle demande de suivre un cursus en faculté de médecine, sanctionné par un examen et un diplôme.
Brièvement, les soins dentaires sous la Révolution et l'Empire, beaucoup de motivation à l'hygiène dentaire et des précautions alimentaires connues. Aussi étonnant que ça puisse avoir, les effets néfastes du sucre sur les dents sont connus depuis très très longtemps, bien avant cette époque. On pratique le détartrage, on réalise des prothèses dentaires avec des contentions, on réimplante et on transplante des dents, c'est-à-dire quand vous avez par exemple aujourd'hui un traumatisme, on peut réimplanter la dent dans son alvéole de départ et l'immobiliser. C'est pas souvent garant de succès, mais c'était une technique très répandue. On pratique la contention, je l'ai dit, et les implants sont déjà en vigueur, notamment en Italie en 1807, Maggiolo, qui va avoir un implant donc mis en place et qui va rester plus d'une dizaine d'années. Les soins dentaires classiques, le plombage utilisé est majoritairement l'orification comme technique d'obturation, déjà connue sous Henri IV, puisque Henri IV en consommera énormément de son côté. Pas de dentistes au sein de la Grande Armée, ce sont des chirurgiens qui sont formés à extraire les dents, qui règlent les problèmes dentaires. S'ils ont des pinces dans leur trousse chirurgicale, ils s'en servent. Sinon, ça peut être la tenaille du cordonnier ou du maréchal Ferrand pour faire l'extraction dentaire, rien d'autre. Les dents du bonheur. Alors ça, c'est une surprise parce que très peu de gens connaissent l'étymologie de cette expression fameuse en France. Et elle vient de l'Empire et de la Révolution française, puisque le premier texte fixant les causes de réforme en vigueur dans les armées de la République a été écrit par le Conseil de santé à la demande de la Convention à l'automne 1793. Il comprend 17 motifs possibles de réforme. Le troisième d'entre eux est le défaut des dents incisives et canines, car on ne peut déchirer la cartouche de poudre sans dents de devant. Hein. Ainsi réformé, le conscrit n'allait pas au combat et il était donc particulièrement heureux, les dents du bonheur. Le texte est confirmé par l'article 173 du texte de l'instruction générale sur la conscription du 1er novembre 1811. Toutefois, le 27 mai 1809, les inspecteurs de santé, d'une lettre signée par Coste, premier médecin de la Grande Armée de 1803 à 1807, précisent au directeur central des hôpitaux militaires la liste des infirmités qui ne permettent pas d'être soldat, mais permettent d'être infirmier. Celui qui est privé de dents incisives et canines, s'il n'est pas scorbutique, en fait partie. Les dents du bonheur ne permettront donc pas de prendre les armes et de combattre, mais n'empêcheront plus d'aller au front quand même pour aider la Grande Armée. Cette lettre est homologuée par une note ministérielle le 13 septembre 1809. Ces régiments subiront, comme tant d'autres, l'hécatombe du froid hivernal lors de la campagne de Russie. Une chose importante qu'il faut signaler, lors de la bataille de Waterloo, les soldats français chargent toujours leurs fusils par la bouche, déchirent leurs cartouches, etc. Les Prussiens, eux, ont déjà des fusils qui se chargent par la culasse et qui leur évitent de déchirer les cartouches, et qui chargent beaucoup plus vite que les soldats français. C'est une des raisons aussi pourquoi il y a eu un ascendant lors de cette bataille sur les soldats français. Il y en a bien d'autres, hein, mais celle-là est une des raisons. Les dents de Waterloo. Les dents de 50 000 soldats morts sur le champ de bataille de Waterloo le 18 juin 1815 ont été arrachées et utilisées pour la fabrication de dentiers, connus sous le nom de dents de Waterloo. Les dents humaines ont été utilisées jusqu'à l'année 1860 et remplacées ultérieurement par les dents en porcelaine. Et ça a été réalisé déjà pendant la guerre d'indépendance américaine. Et ces dents ainsi récupérées ont restauré la bouche de nombreux Anglais sous la Régence et encore bien après. On trouve des dentiers avec des dents de Waterloo au musée dentaire de Londres, notamment. Ils en ont un certain nombre en exposition. C'est un américaine et qui portera toujours le nom de dents de Waterloo. Parler des blessés de la face un petit peu, très brièvement, parce que je ne suis pas rentré dans le détail parce que les textes sont ceux de Dominique Larrey, ils sont extrêmement techniques. Et chirurgicaux, donc je vous ai épargné de les lire, mais moi j'ai du mal, donc c'est de la Moscovin en 1822. On remarque dans le coin gauche un homme debout, les cheveux bruns en uniforme, en train de panser le visage d'un blessé. Si l'on regarde plus attentivement, on identifie que c'est Dominique Larrey, qui est à ce moment-là, le chirurgien en chef de la Grande Armée en 1812. Le 7 septembre 1812, au petit matin, entre 10h et 11h, le général Morand, qui commande la première division d'infanterie du corps de Davout, a sa mâchoire fracassée par un éclat d'obus.
C'est l'arrêt qui va le soigner, mais le général va poursuivre son commandement tout au long de la retraite de Russie sans pouvoir parler, il ne peut plus émettre un son, et ce sera exclusivement par geste. Au niveau des blessés de la face, l'arrêt va voir tous ses préceptes appliqués à la lettre. C'est le grand novateur de ces techniques de chirurgie particulières. Il est le premier en France à faire ce qu'on appelle une rhinopoïèse, une réparation chirurgicale du nez. Il a été présent lors de toutes les campagnes de la Grande Armée, soit 25 campagnes, 200 affrontements, 40 batailles. Il a été blessé à 6 reprises au feu. Il est chirurgien en chef de la garde impériale en 1804. Il est officier de la Légion d'honneur en 1804 lors de la première promotion de la Légion d'honneur. Il est inspecteur général du service de santé en 1805. À Eylau, en 1807, il pratique 800 amputations en 3 jours. Il est baron d'Empire en 1809, fait sur le champ de bataille à Wagram, où il pratique 1500 amputations également en 3 jours, avec un taux de survie considérable, puisqu'il n'y en a qu'une quarantaine qui décèdent. Il est chirurgien en chef de la Grande Armée en 1812. Voici quelques personnalités qui ont été blessées à la face. Le général de Zec est le grand ami de Bonaparte. En 1793, à Lauterbourg, une balle traverse les 2 joues du général de Zay. Ne pouvant plus parler, c'est avec des gestes qu'il poursuit son commandement auprès de ses hommes au bord de la débâcle. Il ne quitte le champ de bataille que pour se faire panser une fois. Ses soldats sont tous ralliés à ses ordres et son visage est dit couturé de cicatrices, raccommodé à la hâte par des chirurgiens de fortune. Lors du siège de Saint-Jean d'Acre, le 1er avril 1799, le général Pierre Deveau reçoit une balle dans le visage. À ce propos, l'arrêt qui va s'en occuper décrit il a reçu à l'un des assauts de Saint-Jean d'Acre un coup de feu à la face, lequel fut suivi de fracas aux 2 mâchoires et de la perte de plusieurs dents. Je le pensais à mon ambulance de la tranchée avec un si grand succès que lorsque cette plaie fut guérie, il n'y avait presque point de difformité et le général put continuer son service actif. À la bataille d'Aboukir, le 25 juillet 1799, Murat reçoit une balle qui traverse sa mâchoire de part en part. La langue n'est pas atteinte, il avait la bouche ouverte à ce moment-là. Napoléon dira de lui, c'est la première fois qu'il l'a ouverte à propos. On peut parler aussi évidemment du scorbut, qui est indispensable dans les campagnes, qui est incontournable dans les campagnes napoléoniennes. Les conditions de vie à bord des bateaux étaient propices aux maladies, humidité, saleté, vaisseaux surpeuplés infestés de vermine, conditions malsaines, fatigue de l'équipage, mauvaise alimentation, alcoolisme. Les épidémies étaient extrêmement fréquentes et une des plus redoutables maladies qui a décimé de nombreux marins et de nombreux équipages étaient causés parce qu'ils se trouvaient dans la nourriture, mais parce qu'ils ne se trouvaient pas dans la nourriture, en l'occurrence l'absence de vitamine C, ce qu'on appelle une avitaminose C, le scorbut, qui a causé une mortalité considérable chez les marins. Les dents s'ébranlent peu à peu et tombent, les douleurs sont intenses, les hémorragies et la salivation est abondante, ça c'est pour ce qui est au niveau de la bouche, mais c'est accompagné surtout d'un amaigrissement considérable, une anémie, des hémorragies cutanées sous forme de purpura et l'homme meurt dans la dynamie avec des troubles rénaux et cardiaques. On retrouve cela dans la campagne d'Égypte. C'est l'arrêt, une fois encore, qui va juguler une épidémie de scorbut lors du siège d'Alexandrie, en imposant des mesures d'hygiène extrêmement sévères. Mais chez les Anglais, à partir du 20 mai 1747, il y a un médecin écossais qui a embarqué à bord du HMS Salisbury, qui va diviser 12 marins en 6 groupes de 2, auxquels il va administrer plusieurs substances, du cidre, de l'élixir de vitriol, du vinaigre, une concoction d'herbes et d'épices, de l'eau de mer et des oranges et des citrons. Et c'est le dernier groupe seulement qui va consommer des agrumes, qui va rapidement guérir du scorbut. Les stigmates de la maladie ont disparu de la peau et des gencives en quelques jours. Il va publier ses résultats en 1753 dans un ouvrage qui va être récompensé par la Société de médecine de Londres. Et en 1795, la Navy va suivre les recommandations du médecin écossais en faisant distribuer du jus de citron vert sur tous les vaisseaux britanniques. L'absorption de fruits frais, en particulier des agrumes, n'a été que très sporadique dans les armées françaises pendant la guerre d'Empire. Les marins anglais bien nourris, en bonne santé, ont combattu des hommes souvent malades, carencés en vitamine C, avec les symptômes précédemment décrits, et l'affaiblissement qui en a découlé. Au long terme, la victoire de la Royal Navy, au-delà de toute forme de stratégie et de suréquipement, était inéluctable, faute de combattants en bonne santé. Et là, maintenant, on va rentrer dans le sujet
après avoir peint le tableau de la chirurgie dentaire d'une manière générale, on va rentrer dans le sujet napoléonien. Enfin, on était déjà dans le sujet napoléonien, mais on va parler de l'empereur plus précisément, en tout cas. Voici son masque mortuaire en plâtre réalisé en 1821 par le docteur Francesco Antomarchi à Sainte-Hélène. Donc Napoléon serait né avec des belles dents. Il est même dit qu'il en avait une ou deux à sa naissance, mais rien ne l'atteste avec certitude. Il avait des belles dents en retour d'Égypte, des dents belles et bien arrangées selon les témoins. Napoléon a des tics récurrents. Il est notamment, quand il est soucieux, il relève régulièrement l'épaule droite pendant que sa bouche dévie à gauche avec une légère crispation. Avant Sainte-Hélène, Napoléon n'a jamais souffert des dents. Son dentiste, Jean-Joseph Dubois-Foucault, Jean-Joseph Dubois-Foucault est né à Toulon le 19 février 1748. Il a été élève en chirurgie à l'hôpital de la même ville, à l'hôpital de la Charité de Paris. Il est qualifié maître chirurgien dès 1766. Le 22 juillet 1771, il devient officiellement membre du Collège royal de chirurgie de la capitale. À partir de ce jour, il officie en tant que chirurgien dentiste. De 1783 à 1785, il exerce à Paris, d'abord avec son oncle, et puis il va officier également dans la même maison que Bourdet, qui est le dentiste attitré du roi Louis XV. De 1797 à 1805, il exerce Butte des Moulins et il termine sa carrière de rue Caumartin. Il était maître en chirurgie de Paris, ayant soutenu sa thèse en 1775 et membre de l'Académie royale de chirurgie. En 1808, il publie Exposé de nouveaux procédés pour la confection des dents, dite de composition. En mars 1783, Bourdet, dentiste de Louis XV et de Louis XVI, lui vend la survivance de sa charge auprès du roi pour la somme de 150 000 livres. Louis XVI le nomme son opérateur pour les dents par brevet le 4 mai 1783, décerné à Versailles. Et depuis le 6 avril 1783, il soigne le futur Louis XVIII, de même le futur Charles X et la famille royale. Il va succéder à Bourdet après sa mort survenue en 1789 auprès du roi, mais n'apparaît dans l'almanach royal qu'en 1791. Le 1er août 1790, il est appelé au chevet de Louis XVI pour un abcès dentaire de sévérité minime selon lui. Alors au Temple, Louis XVI demande le 10 août 1792 une éponge pour les dents à son dentiste qui la lui fournit. Enfermée précipitamment, la famille royale est démunie de tout. En décembre, quand je dis démunis de tout, ça va aussi du cure-dent. Ils avaient des cure-dents royaux, les cure-dents leur seront ôtés. Hein. Ils n'auront plus rien. En décembre 1792, une nouvelle fluxion, un nouvel abcès qui demande du roi, qui demande à consulter son praticien. Le conseil général de la commune va refuser d'accéder à sa requête le 22 décembre 1792. Extrêmement procédurier, Dubois-Foucault va attaquer en justice Dubois de Chémans, qui est un autre dentiste de Paris, au sujet de l'invention des dents minérales. Le 26 janvier 1792, il est débouté et doit par jugement payer les frais de procès. Plus tard, lorsque Dubois de Chémans est parti en Angleterre, Dubois de Foucault poursuit ses recherches et réalise ses propres dentiers en porcelaine. Et on retrouve tous les débats judiciaires dans le journal de Paris de l'époque, jour par jour. Le 25 février 1793, Dubois-Foucault va demander la résiliation de sa charge. Le 12 mai 1794, il assigne en justice la veuve Bourdet et lui demande le remboursement de 120 000 livres. Le 2 novembre 1794, le dentiste perd définitivement son procès et la veuve n'a pas à lui rendre un centime. En janvier 1805, ses services sont proposés pour occuper la fonction de chirurgien dentiste de l'empereur sans traitement. Dubois-Foucault est cité pour la première fois dans l'almanach impérial de 1806. Il est nommé par le premier médecin de Bonaparte, car toutes les nominations auprès de la maison de santé de l'empereur passent indubitablement par Jean-Nicolas Corvisart, le premier médecin, qui approuve ou refuse, ce qui lui permet d'ailleurs de choisir les praticiens avec beaucoup de sévérité qui vont œuvrer sur l'empereur, mais pas seulement pour la qualité de leur exercice, sur l'ascendant qu'il peut avoir sur eux également. Dubois-Foucault a été le dentiste de l'empereur de 1806 à 1813. Il n'aurait fait chez l'empereur majoritairement que des détartrages. Alors, pour vous donner une idée, les appointements annuels de Dubois-Foucault sont de 600 francs. Corvisart, lui de son côté, touche 30 000 francs par an pour son rôle de premier médecin. Voici un exemple
de l'almanach impérial de 1806. On voit le détail de tous les médecins qui travaillent pour Napoléon dans la maison de santé de l'empereur. Et si vous regardez en milieu de tableau sur cette diapositive, on trouve le chirurgien dentiste, Monsieur Dubois, à ne pas confondre avec l'autre Dubois qui sera celui qui accouchera l'impératrice. Qui est-il? Eh bien, les attributions et obligations du chirurgien dentiste personnel de Napoléon sont mentionnées au titre 8 dans le règlement pour le service de santé de la maison de leur Majesté impériale et royale, qui a été rédigé en 1811. Article 1er, le chirurgien dentiste est tenu de se présenter à la cour lorsqu'il est appelé immédiatement ou par le premier médecin ou par le premier chirurgien. Le premier médecin, c'est Corvisart, le premier chirurgien, c'est Alexis Boyer, qui a été choisi par Corvisart. Il est également tenu de se présenter à l'infirmerie impériale lorsqu'il en est requis par le premier médecin ou d'après la demande du premier chirurgien ou du chirurgien de quartier pour y faire quelque opération de son ministère. Dans les cas urgents, il n'y s'y rendra que sur invitation immédiate. Napoléon avait une grande confiance en son dentiste. En effet, l'empereur lui laissait toute liberté quant à la confection, les réparations éventuelles et l'entretien des coffrets impériaux. Ceux destinés à l'hygiène dentaire ou ceux destinés au voyage pour l'hygiène du quotidien. Toutefois, si Dubois-Foucault est libre de ses choix, il doit en référer systématiquement à Corvisart, qui est son supérieur direct. Donc, on l'a dit, il a été aussi le dentiste personnel de Louis XVIII, de Charles X. Louis XVIII va le rappeler aux mêmes fonctions à partir de 1815. En 1826, Dubois-Foucault cesse l'essentiel de ses activités, mais au 15 décembre 1826, il est encore autorisé à conserver son titre et son nom est toujours cité dans l'Almanach royal de 1830. Cette année-là, il soigne encore Charles X, et ce depuis 1825. Il meurt justement en 1830. Donc, le matériel d'hygiène, le premier nécessaire à dents acheté par Bonaparte est en 1798. Bonaparte se brosse les dents quotidiennement. Plusieurs nécessaires de toilette sont toujours équipés de brosses à dents, comme on le verra tout à l'heure. Donc, il se curait soigneusement ses dents avec un cure-dent en buis, puis les brossait longuement avec une brosse trempée dans de l'opiat, revenait avec du corail fin et se rinçait la bouche avec un mélange d'eau de vie et d'eau fraîche. Il se raclait enfin la langue avec un racloir d'argent, de vermeil ou d'écaille. En 1806, Gervais Chardin, qui est le parfumeur de leur Majesté impériale et royale, livre 52 boîtes d'opiat dentifrice pour un montant de 306 francs, 15 douzaines de cure-dents en buis et en ivoire. Le 25 octobre 1808, il livre 24 douzaines de cure-dents en buis, 6 boîtes de corail fin pour les dents au prix de 36 francs et 28 boîtes d'opiat super fin facturées 168 francs. Le 20 mars 1815, le parfumeur Tessier fournit 3 boîtes d'opiat en bois, d'ébène pour la somme de 18 francs et 28 pots d'opiat à la rose au coût de 56 francs. À Ulm et Austerlitz, Napoléon dispose d'une cassette de campagne dévolue à l'entretien de ses dents. C'est le plus important qu'il a jamais utilisé. Il est composé de 103 pièces. Un nécessaire à dents est dérobé en 1815 par un soldat dans les bagages du train de Napoléon au cours de la bataille de Waterloo. Voici celui qui est de la Fondation Napoléon, qui est un nécessaire à dents uniquement médicalisé, puisqu'il est composé majoritairement de rugine pour le détartrage. Cette brosse à dents, c'est celle du général Bonaparte. On la trouve au château de Fontainebleau. Voici les nécessaires à dents qui appartiendront ultérieurement aux arts de Russie. Ils sont conçus par Biennet, on va y revenir tout à l'heure, qui est le plus célèbre orfèvre parisien. Si vous regardez bien sur la droite, on trouve et si vous regardez bien au centre, en haut de la structure ovalaire, on trouve une brosse à dents. Pareil également, si vous regardez bien dans les structures ovalaires en zigzag, on trouve une brosse à dents également, toujours sur ces nécessaires à dents que Napoléon emmenait partout avec lui. Nécessaire de voyage plutôt, pour être exact. Là, je dis une bêtise. Encore un nécessaire de voyage. Donc, son orfèvre, c'est Martin-Guillaume Biennet, un orfèvre français qui est reçu maître tablier à Paris en 1788. Il s'installe rue Saint-Honoré à l'enseigne du Saint-Giolet, où il fera toute sa carrière en bénéficiant de la proximité du palais des Tuileries pour ses commandes. Il étend ses activités à l'ébénisterie, puis sous le consulat, à l'orfèvrerie. Il devient ensuite l'orfèvre attitré de Napoléon Bonaparte, à qui il fait tous ses nécessaires à dents.
On ne peut pas parler des dents de Napoléon sans parler de ce qui s'est passé à Sainte-Hélène. Celui qui jouera à la fois son rôle de médecin et de dentiste, c'est le docteur Barry O'Meara. C'est un assistant chirurgien de l'armée anglaise en Égypte et en Sicile en 1804, envoyé de celle-ci après s'être battu en duel à Messina en 1807. Il est chirurgien naval en 1808. Il sert sur le HMS Bellérophon lors de la reddition de Napoléon le 15 juillet 1815. Il accompagne ce dernier sur l'île de Sainte-Hélène où il sert auprès de l'empereur en tant que chirurgien. C'est d'ailleurs O'Meara qui va effectuer les extractions dentaires dans la bouche impériale. Le médecin refuse de rendre compte de cette discussion avec le captif, avec Sir Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, qui, irrité par son attitude, va le destituer et en Angleterre. À l'arrivée au pays, il va décrire une dénonciation des méfaits de l'eau sur le Corse qui paraît en 1902 sous le titre Napoleon in Exile or a Voice from St. Helena. Il est un des membres fondateurs du Reform Club. En 1815, à son arrivée à Saint comme ayant les dents noires, c'est un gros consommateur de réglisse. Il en fera venir d'Europe pendant toute la durée de son exil. Son premier abcès dentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est décrit avec précision jour par jour, heure par heure, quasiment par Lascazès dans son mémorial, donc du 26 octobre 1816 au 9 novembre 1816. Lascazès confirme également les syndromes scorbutiques de l'empereur. Et alors qu'il y a une dent à extraire, Napoléon va refuser l'extraction. Un de ses proches va dire à propos de la frayeur de Napoléon, comment cet homme a-t-il pu combattre sur tous les champs de bataille de l'Europe et mourir de peur face à une simple petite extraction dentaire. En juillet 1817, il fait un autre abcès. O'Meara va arracher la première dent de l'empereur, une dent de sagesse, selon Montelot. Pour lutter contre le scorbut dont souffre Napoléon, O'Meara va administrer des plantes antiscorbutiques à Napoléon et un opiat dentifrice contenant les mêmes plantes. Il va breveter et revendre cela en Angleterre. Dans son rapport du 9 juillet 1818, O'Meara va mentionner les derniers jours de septembre. Les gencives de l'empereur ont pris une apparence spongieuse scorbutique. 1er octobre 1817, 3 molaires étaient attaquées, jugées d'après ces circonstances qu'elles devaient en partie être à cause des affections inflammatoires des muscles et des membranes de la mâchoire. Je pensais en outre qu'elle avait produit la catarrhe, je les arrachais avec des intervalles convenables. Je conseillais pour détruire l'apparence scorbutique avec prise des gencives l'usage des légumes, des acides. Je mets en réserve la date de 1817 pour O'Meara parce que j'ai peut-être fait une erreur dans l'écriture, puisqu'il a été révoqué en 1816. Je pense que j'ai mal recopié un truc. Oui, je reviens, là je crois, voilà. En 1821, l'empereur va décéder du 4 au 5 mai, vers 4 heures. Une de ses dents était vendue aux enchères pour la modique somme de presque 20 000 euros. Je suis obligé de parler des polémiques parce que 6 mois dentiste, je me suis occupé des schémas dentaires de Louis XI et de Charlotte de Savoie, des patients extrêmement gentils et silencieux. Eh bien, Stern Forchevroud, lui, il a étudié les cheveux de l'empereur et c'est un dentiste à la base, un dentiste suédois et biologiste qui, après lecture des mémoires de Marchand, va affirmer que Napoléon est atteint de 28 des 31 symptômes d'empoisonnement chronique à l'arsenic. Après bombardement nucléaire des cheveux de l'empereur, il va déterminer que l'agent toxique serait de la mort au rat. Bon, c'est plein de gens qui discutent ça. Je n'ai pas d'opinion précise, donc c'est pas la peine de me poser une question sur le sujet. De toute façon, j'y répondrai pas. Je me suis borné à le citer parce que il a travaillé en tant que dentiste sur le sujet. Certains sont d'accord, d'autres sont pas d'accord. Voilà, je laisserai à chacun son opinion et sa liberté de jugement sur ce sujet-là en tout cas. Donc Napoléon II va régner que 15 jours après l'abdication de son père en 1815. Le 25 octobre 1811, le Moniteur annonce en ces termes que le fils de l'empereur vient de voir sortir sa première dent de lait. Le roi de Rome est à Saint-Cloud depuis le retour du voyage de Compiègne. Sa première dent de lait vient de percer. Le travail de dentition s'est fait sans occasionner aucune altération de sa santé, qui continue d'être très bonne. Les éruptions de dents de lait douloureuses vont faire souffrir l'enfant. Il ne part pas jusqu'à l'âge de 16 mois. En 1813, il a toutes ses dents. De 1813 à 1814, Marie-Louise va écrire une série de lettres à Napoléon qui vont être publiées en 1955 par Palmstierna, où elle parle des problèmes bucco-dentaires de son fils. Elle décrit de nombreuses rages de dents de février à mars 1814. L'enfant refuse de se laisser soigner. Il développe des polycaries, de nombreuses caries.
Et il utilise ses dents notamment pour prétexter des douleurs, enfin pour laisser entendre des douleurs qui lui permettent de prétexter des absences à certaines obligations, à certains voyages, ce que Marie-Louise révèle dans ses lettres comme étant un subterfuge. En juillet 1817, ses dents sont noires et déjà affreuses. Dans son exil, selon la baronne du Montet, dans son exil à Vienne, il reçoit des soins dentaires réguliers. Son dentiste également, Jean-Joseph Dubois-Foucault. L'état B du testament de l'empereur, écrit le 24 avril 1821 à Longwood, qui fait l'inventaire des effets laissés chez Monsieur le comte de Turenne, stipule: je donne à mon fils le nécessaire d'or pour les dents restées chez le dentiste. Donc c'est le nécessaire qu'on a vu de la fondation de Napoléon à Détartré. Ça, c'est un autre nécessaire de toilette du roi de Rome. Également une polémique sur la mort de Napoléon II, du roi de Rome. Pourquoi cette photo? On va le venir tout de suite. Carabelli, donc, est le premier médecin à avoir donné à partir de 1820 à Vienne en Autriche des cours magistraux sur la dentisterie, dentiste à la cour de l'empereur autrichien Franz et fondateur d'une clinique de stomatologie à l'université de Vienne. Dans un traité d'anatomie dentaire qu'il publie en 1842, il décrit un tubercule sur la face palatine des premières molaires supérieures. Il précise la description dans un second travail qui paraît après sa mort en 1844. Et pour nous, les dentistes, ce relief a gardé un nom, le nom de son découvreur, le tubercule de Carabelli sur les premières molaires supérieures. Donc, à la mort de l'empereur, il y a une résurgence du bonapartisme en Europe qui fait très très peur à Metternich, qui n'a pas besoin du roi de Rome dans ses calculs diplomatiques. Il aurait demandé, c'est une rumeur qui est parue dans un quotidien parisien le 11 août 1910, et il aurait demandé donc à Carabelli, notre dentiste, qui soignait donc le roi de Rome, de lui faire des piqûres avec du poison qu'il aurait dans les gencives du roi de Rome. Bon, c'est une polémique, je l'ai cité aussi pour être complet. On en pense qu'on en veut, à mettre au conditionnel, bien sûr, hein, puisqu'il n'y a rien eu d'avéré ou de prouvé dans ce sens. Un mot sur Joséphine. Joséphine avait des dents noires et gâtées pour avoir mangé beaucoup de sucre dans son enfance. Elle utilisait pourtant une brosse à dents et un gratte-langue. À la fin de sa vie, elle n'avait plus de dents. En 1804-1809, Julien Marmont est le dentiste de Joséphine. Julien Marmont a écrit un livre que j'ai réédité avec un confrère, un livre de poèmes dentaires dédié aux dames. Voilà, et il raconte son aventure au contact de Napoléon, qui est à mettre au conditionnel. Il dit qu'il a été officiellement le dentiste de Joséphine. Il décrit ses symptômes, ses problèmes dentaires, hein, puisqu'elle avait un râtelier, il lui restait que deux dents supérieures. Il décrit aussi son intervention ponctuelle auprès de l'empereur, mais si on regarde les almanachs impériaux, si on regarde partout, on ne trouve nulle trace de Julien Marmont. Il y a un inventaire des dentistes parisiens qui a été fait par un confrère à Paris. À l'époque, il est inexistant. Donc je pense que s'il est intervenu, c'est vraiment de façon extrêmement ponctuelle. Et en tout cas, au plus fort des crises européennes, Napoléon a deux fois par semaine jusqu'à sa mort. Il recevait de très bonnes heures dans son cabinet personnel avant sa journée de travail. Donc Evans, Thomas Wilberger Evans, il est né le 23 décembre 1823. Il obtient un doctorat en médecine au Jefferson Medical College de Philadelphie. En 1841, Thomas devient un étudiant du dentiste de Philadelphie, le docteur John de Havenwhite. Il ouvre un cabinet dentaire à Baltimore dans le Maryland, puis à Lancaster en Pennsylvanie. En 1847, il acquiert une certaine notoriété par la démonstration qu'il fait d'une nouvelle technique de plombage en or à l'exposition annuelle de Philadelphie.
Il en gagne le premier prix, mais fait également la rencontre du docteur John Clark, un médecin à la retraite, qui lui dit qu'il ferait fureur à Paris. En novembre 1847, Evans va s'installer dans la capitale française et s'associe avec le docteur Starr Brewster, qui soigne toute l'aristocratie française. Un jour, Brewster est convoqué par Napoléon III et il ne peut pas s'y rendre, donc il envoie Evans à sa place. Et Napoléon est tellement séduit par Evans qu'à compter de ce jour, eh bien, Evans sera le seul convoqué auprès de lui et il va devenir le dentiste de toutes les familles royales européennes. Il va gagner l'amitié de Napoléon, qui va le nommer dentiste officiel de sa cour en 1853 et devient un membre officiel de son conseil. En 1854, il reçoit la Légion d'honneur. Evans va mourir à Paris en 1897. Il est enterré à Philadelphie. Son argent, car il est richissime, va permettre la création d'une école dentaire, d'un musée dentaire dans cette ville qui existe toujours aujourd'hui. C'est un conseiller diplomatique avéré de Napoléon III. Lorsque la guerre de sécession américaine éclate, Napoléon III est pressurisé par sa cour de soutenir le Sud. Et Evans, lui, par des tracts, par son argent, il soutient le Nord avec beaucoup d'opiniâtreté. Alors que Napoléon III est prêt de se résoudre à intervenir en faveur du Sud, Evans va intervenir et puis va lui dire que bien il faut pas et qu'il se propose d'aller partir aux États-Unis pour rencontrer tous les plus hauts dignitaires, faire un état des lieux et puis en fonction du rapport à son retour, eh bien Napoléon III décidera s'il intervient ou non. Donc Evans va partir aux États-Unis au lendemain de la bataille de Wilderness, 23, 24 ou 24-25 mai 1864. Il va rencontrer Lincoln, Ulysse Grant et d'autres généraux près du front. Et il va ramener un rapport qui est sans équivoque que Napoléon III va lire avec beaucoup d'assiduité. Le Nord va gagner la guerre quoi qu'il arrive. Toutes les industries et les entreprises sont au Nord. Le Sud est exsangue sur le plan économique. Et donc, Napoléon va se décider à ne pas intervenir et il va convaincre les Anglais d'en faire autant. On a évité. Pour moi, ça n'engage bien sûr que moi. Pour moi, la guerre de sécession américaine est le premier conflit mondial. Et si Evans ne fait pas ce travail d'ambassadeur, eh bien, les choses dégénèrent activement. Lors de la débâcle de 1870, c'est la révolution dans la capitale. On traque les responsables de la débâcle. Eugénie se réfugie au domicile d'Evans, qui va organiser sa fuite en la faisant passer pour une patiente de son associé, le docteur John Crane, qui l'accompagne. Evans va réussir à l'emmener sans encombre jusqu'à Deauville, où l'impératrice va s'embarquer pour l'Angleterre. En 1851, Evans a commencé à soigner Eugénie, qui arrive à son cabinet. Un jour qu'il est dans la salle d'attente, Eugénie attend son tour et il y a un très proche du futur empereur qui est dans la salle d'attente et qui s'impatiente, qui est pas contente de devoir attendre son tour. Et Eugénie, fort civilement, va lui laisser sa place. La personne va donc aller se faire soigner par Thomas Evans, mais va être séduit par ce geste d'élégance, va en parler au futur empereur et qui va l'inviter. Lui-même va être séduit. On dit qu'elle avait des dents euh, en, en forme de perles, couleur de perles. Et donc, il va finir par se marier avec elle, comme on le sait tous. Et Evans continuera de la soigner tout le temps du règne. Quand elle le convoquait, Evans était reçu dans la chambre de l'impératrice où elle la soignait. Et après le soin, l'empereur lui offrait un bijou, un collier de perles, etc. pour la consoler. Le 1er juin 1879, le fils d'Eugénie et de Napoléon III décède dans une embuscade des Zoulous, percé de 17 coups de saguet, tous reçus de face, faute à une vieille selle défectueuse. Son cheval s'enfuit sans loulou. Son corps est méconnaissable.
Le cercueil va être ouvert le 11 juin 1879 à Chislehurst. Le procès-verbal de l'examen autopsique est fait par Lucien Corvisart, le fils de Jean-Nicolas, et par Hippolyte Larrey, le fils de Dominique. Parmi les 17 blessures, bon, je vous épargne tout le côté droit, je vous épargne les descriptifs, hein, mais c'est surtout Evans qui va examiner les dents du fils impérial et qui va retrouver les plombages en or qu'il avait fait et donc attester de l'identification formelle du corps. Arthur Huggenschmidt, c'est le fils adultérin le fils bâtard de Napoléon III, né de ses amours avec la comtesse de Cagliostro. Lorsqu'il quitte la France, il va le confier à Evans, qui va l'élever comme son fils. Il va lui faire suivre des études dentaires. Il va aller aux États-Unis passer un diplôme de chirurgie dentaire et il va lui confier son cabinet dentaire rue de la Paix à Paris, où là, il va soigner les personnalités les plus importantes. Et il va en soigner une, non des moindres, qui s'appelle Georges Clemenceau, en 1919. Et alors qu'il parle du traité de Versailles, où Huggenschmidt demande à Clemenceau qu'est-ce qu'il en advient, où ça en est. Clemenceau veut récupérer l'Alsace-Lorraine. Les Anglais ne veulent pas parce qu'ils considèrent que c'est un terrain naturel d'appartenance germanique. Et donc, Huggenschmidt va s'étonner et dire que l'impératrice Eugénie dispose d'une lettre de Bismarck à Chislehurst en Angleterre, qui atteste que les vues germaniques sur l'Alsace-Lorraine sont purement stratégiques, que c'est un sol à la base d'origine française. Et Clemenceau, qui entend ça, a dit « il me faut cette lettre, il me faut cette lettre ». Il s'avère que Huggenschmidt a une ressemblance très forte avec Loulou, le fils de l'empereur, et il a beaucoup sympathisé avec l'impératrice Eugénie, donc il se propose de jouer une mission d'ambassadeur, d'aller voir l'impératrice, de ramener la lettre, ce qu'il fait. Il donne la lettre à Clemenceau. Clemenceau présente cette lettre aux Anglais qui vont dire d'accord. Et c'est comme ça que l'Alsace-Lorraine aurait été récupérée. Beaucoup de choses ont été dites sur la médecine impériale. Les Larrey et les Corvisart ont exercé 2 générations de médecins qui ont laissé leur nom à la postérité. Mais les dentistes, aussi discrets soient-ils, ont existé aussi et n'ont pas démérité. Donc, il convient par conséquent de leur rendre un petit hommage, ce que j'espère avoir réussi aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant, hein. Remarquable travail. Moi, j'avais une petite question. Là, on a parlé beaucoup donc, des dentistes vis-à-vis voilà, des hauts dignitaires du régime et de la famille impériale. Qu'est-ce qu'il en était du vulgus pecum, c'est-à-dire de Monsieur Tout-le-Monde? Est-ce que les dentistes exerçaient de façon Oui, 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 oui. systématique? Alors, ils exerçaient, mais bon, comment dire, pour le peuple d'une manière générale, c'était quand même très rudimentaire, les soins à base d'extraction majoritairement, mais il y a eu un référencement qui a été fait dans un livre européen d'ailleurs, qui est fait par Christine Nilam, publié aux éditions Rodopy, où en France, pour la partie française, tous les dentistes de la capitale et de province ont été référencés. Donc, il y avait des soins dentaires. Maintenant, l'aspect pécunier a fait que c'était probablement pas accessible pour tout le monde et qu'il faut. D'ailleurs, il est dit d'ailleurs pour juste un exemple, hein, dans tous les grognards qui sont rentrés des campagnes napoléoniennes, il y en a beaucoup qui avaient perdu leurs dents, qui étaient dans un état de dénutrition et surtout catastrophique et qui avaient perdu un nombre inconsciable de dents. Le traitement était radical, malheureusement. Mais oui, oui, ils existent et ils ont été référencés et il y en avait partout dans la capitale. Avant, sous le premier consulat, on en a entre 15 et 20 à Paris à peu près, hein. D'accord. Et à partir de quand on a commencé à avoir des possibilités d'anesthésie pour les extractions de dents?
Bah, l'anesthésie, c'est deux dentistes aux États-Unis qui l'ont découverte. En 1844, c'est Horace Wells, pardon, qui découvre le protoxyde d'azote. Il assiste à un spectacle par un chimiste ambulant qui administre du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant, hein. Et il voit une personne désignée dans l'assemblée qui se blesse violemment, mais tout en continuant de rire. Et ça interpelle notre dentiste qui, le lendemain, se fait enlever une dent de sagesse assistée par son associé et qui, comment dire, qui se fait enlever donc, la dent de sagesse par son associé en présence du chimiste en question. Et, voilà. Et c'est là que le protoxyde d'azote a été découvert. Il s'avère que Horace Wells travaille avec un autre dentiste en association, mais leur association va tourner court. Il s'appelle Thomas Morton, qui va découvrir, lui, l'éther sulfurique. Horace Wells veut faire don de sa découverte à l'humanité, donc il ne veut pas d'argent. Et Morton, lui, veut de l'argent. C'est ça qui va faire que les deux hommes ne vont pas s'entendre. Donc, il va faire breveter son invention, ce qui va donner lieu à de nombreuses polémiques parce que il est en rivalité avec d'autres personnes, un professeur médical qui s'appelle Thomas Jackson, qui va s'attribuer la découverte, la paternité de ça. Et donc, chacun va vivre son chemin de croix. Horace Wells sera reconnu posthume et recevra toutes les décorations internationales possibles, imaginables. Parce que justement, ils vont tous les deux tester leur produit auprès d'un grand hôpital du Massachusetts. Et Horace Wells va pas, le procédé va être administré trop tôt. Le blessé va sentir le scalpel du chirurgien. Donc, le chirurgien va tout de suite discréditer Horace Wells. Horace Wells va très mal le vivre et va dégénérer dans une forme de drogue parce qu'après le protoxyde, il va tester le chloroforme. Donc, il va se droguer au chloroforme et il va finir par se suicider. Et Thomas Morton, lui, va chercher la paternité de son brevet à tout prix. Il va breveter, mais il ne va pas toucher les 100 000 $ prévus à l'occasion de ce brevet. On va lui refuser, le gouvernement américain va lui refuser. Par contre, il va devenir légendaire parce qu'il va appliquer son invention pendant la guerre de sécession américaine. Et il va sauver du couteau du chirurgien plus de 2000 soldats qui ne vont pas souffrir grâce à son invention. Donc, il va obtenir une reconnaissance considérable grâce à ça. Mais pareil, il va finir plus ou moins misérable à la fin de sa vie parce qu'il luttera jusqu'au bout pour revendiquer la paternité de son brevet et face à ses opposants qui vont le discréditer sans arrêt. Il sera reconnu aussi posthume, mais bon, son image est un peu entachée par cette recherche d'argent qui aura été la sienne, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Bah, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va pouvoir clôturer cette conférence. Et merci encore pour cet exposé vraiment très intéressant. Merci Donc, beaucoup. Alors, j'émets juste une réserve sur les dates que j'ai citées sur Omira, et c'est pour les problèmes dentaires de Napoléon. Je crois qu'il faut que je revérifie ça. Parce que 1818, 1817, il n'était plus à Sainte-Hélène, quoi. d'accord, Donc là, c'est juste une petite chose, peut-être fait une petite erreur. Ça a vérifié. pas de problème. Très bien, donc on va publier cette conférence sur le site c-e-n.fr du Centre d'études napoléoniennes. Très bien, eh bien merci beaucoup et bonne Merci soirée beaucoup. et à bientôt pour une prochaine conférence. Tu pourras m'envoyer le lien quand ce sera fait? Oui, bien sûr, je mettrai ça. Merci, au revoir. Ça marche. Bonne soirée.